Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Télé Tchad. Voici les titres de votre journal. Vous le saviez que le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a participé auprès de ses pairs à la 26e conférence des chefs d'État de la CEEAC à Malabo. Retour tout en images sur les déroulements et les décisions prises de cette rencontre dans ce journal. À Malabo, toujours, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a rencontré les représentants de la colonie tchadienne dans ce pays. Le chef de la diplomatie tchadienne a donné des conseils à ses concitoyens. Et puis, mandat KO, après les affres du conflit intercommunautaire, l'heure est à la réconciliation des cœurs. En mission, une délégation gouvernementale a eu une rencontre avec les deux parties pour un retour définitif de la paix dans la localité. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Le centre de conférence de Sipopo, dans la banlieue de Malabo, a accueilli hier, samedi 7 juin 2025, les travaux de la 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les travaux ont vu la participation des 6 chefs d'État, dont le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Djibril Noualouali. C'est le point culminant de plusieurs jours des travaux préparatoires, des différentes réunions techniques au Conseil des ministres qui ont jeté les bases du programme de la session des chefs d'État et de gouvernement. La plus haute instance de l'organisation communautaire a axé ses travaux autour du thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». La cérémonie d'ouverture a donné le ton. Il ressort des différentes prises de parole que la CEEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, a réaffirmé le rôle charnière de la CEEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément, selon lui, par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. Avis partagé par Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, UNOCA, qui a salué les efforts conjoints de la sous-région face aux défis sécuritaires persistants, ajoutant que l'arme la mieux indiquée reste la coopération et le dialogue. La séance d'ouverture a été également marquée par l'intervention du président de la commission de la CEEAC, l'ambassadeur Gilberto Dapié d'Adveressimo. Arrivé en fin de mandat, il a naturellement présenté un bilan des réformes en cours, mettant en avant les acquis. Mais il a attiré l'attention de la conférence sur les défis, dont ceux de la paix et de la mobilisation des ressources qui handicapent la mise en œuvre des actions et projets. Bilan, c'est ce qu'a également présenté le président en exercice de la CEEAC, Teodoro Obiang Bazogo. L'hôte du sommet a livré un discours axé sur les enjeux d'unité, de paix et de stabilité de la région. Il y a eu ensuite le huis clos, séance au cours de laquelle sont examinées les activités communautaires, le rapport sur la facilitation de la transition politique au Gabon et la situation politique et sécuritaire dans la région. Le Tchad, fort de son expérience en matière de résilience politique et de sécurité régionale, a apporté sa lecture claire et sa vision de la coopération renforcée, plaidant pour des mécanismes plus réactifs et plus coordonnés face aux défis transnationaux. Une lecture lucide du contexte sous-régional a été faite par le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. S'appuyant sur le thème central du sommet, il en explore la triple dimension, un appel à poursuivre les réformes lancées en 2019, un bilan des progrès institutionnels accomplis et une promesse de bâtir une communauté de destin réel, inclusive et ancrée dans la solidarité. Une manière pour le chef de l'État de rappeler à juste titre que les textes seuls ne suffisent pas, ils doivent s'incarner dans des transformations concrètes. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno mentionne ensuite les situations en RDC et au Soudan qui ont des répercussions directes sur la sous-région. Il appelle à une concertation franche et constructive pour dégager des solutions durables, souhaitant voir un rôle géopolitique accru de la CEEAC dans la gestion de ces crises. La question du financement des projets communautaires
communautaire et notamment du mécanisme de contribution communautaire pour l'intégration est également revenu dans son discours, la qualifiant comme un frein majeur à lever urgemment afin de coupler ambition politique et moyens financiers. S'agissant de l'appropriation africaine des processus de stabilisation, le chef de l'État a partagé avec ses pairs les résultats positifs de la transition politique tchadienne rendue possible grâce à l'accompagnement de la CEEAC et des États membres et de rappeler que le Tchad reste un acteur engagé, disponible et solidaire, fidèle à l'esprit de coopération régionale. Bref, à ces assises de Malabo, le Tchad a réitéré son attachement en faveur d'une solide communauté de destin où solidarité régionale rime avec stabilité et développement partagé. Après avoir pris part activement aux travaux du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena hier. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaï Halina, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, quelques membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, le directeur de cabinet civil adjoint du président de la République, le conseiller à la sécurité nationale du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena. Également, ou faisant également partie de la délégation ayant participé au sommet de Malabo, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a eu une rencontre avec les membres du bureau de la colonie tchadienne vivant à Malabo. C'était une occasion pour le chef de la diplomatie tchadienne de donner des conseils à ses concitoyens. Varelach. En marge de sa participation aux travaux de la session ministérielle de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a rencontré la colonie tchadienne vivant en Guinée équatoriale. Saisissant cette opportunité, le président du bureau de la colonie tchadienne, Hassan Youssouf Abdraman, a présenté quelques doléances dont rencontre la colonie tchadienne estimée à plus de 3000 personnes, majoritairement des commerçants. L'accent est mis sur le document des voyages et la nécessité de la présence d'une mission de l'ANAT, Agence nationale des titres sécurisés, de la question du représentant de la Chambre des commerces, ainsi que celle de l'incarcération de 12 Tchadiens dans les prisons guinéennes. Attentif aux doléances, le chef de la diplomatie tchadienne a rassuré les membres du bureau de la colonie que leurs préoccupations sont toutes légitimes. À cet effet, elles seront traitées avec la grande diligence. Il en a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à la colonie tchadienne vivant à Malabo et dans d'autres localités de la Guinée équatoriale de respecter les lois et règlements du pays d'accueil. On en vient au troisième titre de ce journal. Une mission gouvernementale conduite par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration s'est rendue à Mandakao. La mission a tenu une rencontre avec les deux parties en conflit pour un retour définitif de la paix dans la localité. Amat Ali Senamat. Venu à bord d'un hélicoptère de l'armée nationale, la deuxième mission gouvernementale est composée du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Akbash, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Omar Ahmad, la ministre de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Zara Mamad Issa, et la ministre des mines, du pétrole et de la géologie, Ndolonodi Alix Naïmba, natif de la province du Logone occidental. Aussitôt accueilli par le préfet du département de la Dodje, Omar Ali Ousmane, cette mission gouvernementale conduite par le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmad Akbash, a eu des séances de rencontres avec les parents des victimes et le chef de canton ainsi que les représentants du conseil provincial. C'était en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Gougouni Sidimi, et son collègue de la province
province du Moyen-Kébi Ouest, Abdulmanan Khattab. Le ministre de la Sécurité publique, qui est revenu pour la deuxième fois dans la zone, a condamné une fois de plus avec la plus grande fermeté les actes barbares survenus à Mandakao le 14 mai 2025. Il a promis que justice sera rendue tout en insistant sur la nécessité pour les familles endeuillées de rejeter toute idée de vengeance. Le ministre Ali Ahmad Aghbash n'a pas mâché ses mots. Dans une déclaration ferme, le général Ali Ahmad Aghbash a réaffirmé la détermination de l'État à assumer pleinement sa mission régalienne. L'État continuera à œuvrer par tous les moyens pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, souligne-t-il. Quiconque ose défier l'autorité de l'État les trouvera sur son chemin, prévient le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmad Aghbash. Condamnant vigoureusement aussi la tragédie, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Omar Ahmad, a appelé les leaders à assumer pleinement leurs responsabilités dans la sensibilisation au rejet de la haine. Il a surtout insisté sur le rôle essentiel des chefs religieux et coutumiers dans la pacification de la province. La paix reviendra à Mandakao, mais elle ne se négociera pas avec les fauteurs de troubles. Un message clair lancé ainsi par le ministre Ahmad Omar Ahmad à ceux qui pensent pouvoir s'aimer la terreur pour remettre en cause l'ordre républicain. De son côté, Zahra Mamad Issa, ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, a exprimé toute la solidarité du gouvernement aux victimes par un accompagnement social aux familles. Après l'assistance en vivres et non-vivres apportée aux victimes par son département au lendemain des événements, la ministre Zahra Mamad Issa a apporté une autre assistance financière aux familles endeuillées. Native de la province du Logone occidental, la ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Ndolonodi Alix Naïmbaï, qui est très ému également face à ce drame, a lancé un appel solennel à la paix et au vivre ensemble. Avant de quitter, le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Aghbash, a sans ambiguïté instruit le chef de canton de Mandakao, Mbaïwassem Barthélemy, à œuvrer de manière urgente au retour des populations autochtones ayant fui leur village. Un appel est aussi lancé au conseil provincial ainsi que tous les cadres de la province à jouer leur rôle pour une réconciliation sincère entre les communautés impliquées. Le ministre Ali Ahmad Aghbash et Ahmad Omar Ahmad ont donné aussi des instructions fermes aux autorités locales pour interdire toute incursion politique dans la zone. Ils ont mis en garde contre certains hommes politiques qui tenteraient de venir à Mandakao dans l'intention d'attiser les tensions par des propos incendiaires. Le délégué général du gouvernement auprès de Hadjar Lamis, le général Ahmad Kardayo Hissène, a dirigé une réunion d'information sur le recensement général de la population et de l'habitat phase 3. Cette réunion s'est tenue dans les locaux de la délégation générale du gouvernement auprès de la province, nous dit Mohamed Oumaradou. C'est dans le cadre de la sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat phase 3 que le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale et le ministère de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation ont organisé ce jour une réunion d'information. Le chef de la mission, Djeper Coré de Gérard, a quant à lui indiqué que l'objectif général du RGPH phase 3 est de fournir des données fiables, pertinente et à jour sur la situation démographique du pays et sa dynamique sur l'habitat et l'agriculture nécessaires à la planification des développements. Pour lui, le recensement général de la population et de l'habitat est une opération statistique qui consiste à dénombrer toute la population et toutes les habitations d'un territoire donné à une date précise. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjar Lamis, le général Ahmad Kardayo Hissène, a indiqué que cette mission de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat témoigne de l'importance que le gouvernement lui accorde. Le général Ahmad Kardayo Hissène d'ajouter que cette réunion permettra non seulement de renforcer les capacités des acteurs, mais aussi et surtout d'harmoniser les efforts de collecte de données fiables et inclusives tout en exprimant sa volonté d'accompagner l'opération. Une mission de l'INSED s'est également rendue dans le Guéra, à Mongo. La mission de l'INSED a organisé une séance de sensibilisation en présence du secrétaire général de la province, nous dit Mohamed Omar Moursal.
dans le but d'organiser un troisième recensement général de la population et de l'habitat réussi dans le Guéra. Une équipe de l'INSET a échangé avec les autorités locales du Guéra afin de fournir des données fiables, pertinentes et à jour. On se réjouit vraiment de cette réunion d'information qui porte sur le recensement général de la population du Tchad en général et de la population du Guéra en particulier. C'est un événement tant attendu parce que nous pensons que depuis le recensement de 2009, cette opération n'a pas du tout été réactualisée. Le chef de mission de l'INSET explique le bien fondé de ce recensement. Il faut relever que le recensement, étant une activité complexe et de portée nationale, nécessite une large communication autour afin de solliciter l'adhésion et le concours de tous pour sa bonne réussite. Le chef de mission de l'INSET invite par ailleurs la population du Guéra à pouvoir faciliter et accueillir à bras ouverts l'équipe technique déployée sur le terrain pour la réussite du troisième recensement général de la population et de l'habitat dans le Guéra. Le président du tribunal de grande instance d'Ati a lancé une formation en couture et maroquinerie à l'intention des détenus de la maison d'arrêt d'Ati. C'est une initiative d'une ONG nationale. Mohamed Tahir Djibril Alhour. La réinsertion socio-professionnelle des détenus après leur libération est un objectif pour lequel œuvre le gouvernement avec l'appui de ses partenaires, notamment la coopération suisse. La maison d'arrêt d'Ati fait partie des 4 prisons du Tchad qui bénéficient d'un programme dénommé Projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des détenus au Tchad, qui est mis en œuvre par l'ONG Guéra Touristique. C'est dans ce cadre qu'intervient le lancement de la présente formation en couture et maroquinerie au bénéfice des détenus de la dite maison d'arrêt avec le matériel fourni par les organisateurs. Le directeur de la maison d'arrêt d'Ati, Mohamed Adam Hassan Nimir, salue cette initiative et souligne que les établissements pénitentiaires ne sont pas faits seulement pour réprimer, mais pour la transformation des mentalités des hommes pour leur réinsertion sociale. Avis partagé par la maire adjointe de la ville d'Ati, Achta Abdoulaye, qui souligne que former les détenus sur un métier, c'est aussi poser les jalons d'une société plus juste et plus solidaire et débarrassée de toutes sortes de criminalité. Le responsable de l'ONG Guéra Touristique, Hassan Oumar, a rappelé quelques réalisations de son organisme dans quelques maisons d'arrêt du pays. Avant de réitérer la continuité de cet objectif, le président du tribunal de grande instance d'Ati, Alounava Mangambi Emmanuel, estime pour sa part que cette formation en couture et maroquinerie vient à point nommé car elle permettra de mieux appuyer le département de réinsertion sociale qui peine parfois à assurer un appui socio-professionnel à la population carcérale. La commune de Bol a tenu sa session budgétaire pour l'exercice 2025. C'est le préfet du département de Mamdi qui a présidé la cérémonie. Idi Hortense. Cette session budgétaire vise à présenter le budget primitif aux conseillers communaux avec les différents axes d'intervention et aussi la mise en œuvre du plan développement communal produit en 2021. Le maire de la ville de Bol, Ahmad Abakar Abdoulaye, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour leur engagement ainsi que leur disponibilité à accompagner la mairie de Bol pour la réalisation de son plan d'action. Le premier magistrat de la ville a rappelé aux conseillers que ces budgets primitifs est le fruit d'un travail acharné de la commission qui a pris en compte l'environnement socio-économique de la ville de Bol. Le préfet du département de Mamdi, Abana Lamna Gangli, a exhorté les conseillers communaux à faire preuve de courtoisie afin de produire un meilleur document qui répond aux urgences de l'heure. Pour le préfet, améliorer les conditions de vie de la population et assainir la ville pour qu'elle soit une ville modèle, une priorité des priorités du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Les conseillers communaux ont 15 jours pour débattre point par point les budgets soumis à leur appréciation afin d'adopter pour le bonheur des habitants de la ville de Bol. La fête du sultan a lieu hier à Mao dans le Kanem. C'est une tradition qui se perpétue. Le deuxième jour de la célébration de l'Aïd al-Adha est consacré donc à cette rencontre festive qui a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la province et une importante délégation venue de N'Djamena. Moussa Mamat.
La traditionnelle fête du sultan du Kanem a rayonné dans toute sa splendeur devant les murs du palais ce samedi 7 juin 2025, marquant avec éclat l'agenda culturel de la province du Kanem. Cette célébration a réuni le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mamad Assouni, Sa Majesté le sultan du Kanem, Ali Famouta Ali Zarti, ainsi que de nombreuses autorités administratives, militaires, coutumières, notables de la province et la population locale, venue non seulement du Kanem géographique, mais aussi de la capitale, N'Djamena. Dans une symphonie de couleurs et de rythmes traditionnels, des danses ancestrales au son du balafon, de l'algaïta, du nangara, du tchagini et du kidi ont enflammé l'événement. Chaque pas de danse et chaque note de musique résonnait comme un hommage vibrant aux racines culturelles et à l'identité du Kanem. Entre prestations artistiques, partage d'expériences et ambiance festive, les festivaliers ont mis en valeur leur passion, leur parcours et leur engagement culturel sous l'œil admiratif des autorités locales et des invités de marque venus pour la circonstance. C'est pour dire que cette journée traditionnelle s'est conclue sur une note conviviale. Lancé le 4 juin dernier, la 5e édition du Festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO se poursuit à l'espace Talino Manou au programme des projections, des films, des formations en technique cinématographique et des conférences débats. Varelach. Pendant 2 heures, Abdoulaye Babali, secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Alamine Kader, réalisateur et conseiller à la Hama, ainsi que la réalisatrice Kagro Karine, ont échangé avec le public sur le thème « La production cinématographique au Tchad, défis et opportunités ». Selon Abdoulaye Babali, l'État tchadien œuvre à la réglementation du secteur avec la rédaction d'un code du cinéma. Il a également évoqué les initiatives gouvernementales prévues dans le programme politique du président de la République, chef de l'État, maréchal Mamad Idriss Déby Itno, notamment le soutien des activités culturelles et la construction des infrastructures, dont les salles du cinéma. Alors la structuration peut durer toute une vie. Mais d'abord, on va commencer à structurer, comme je l'avais dit tantôt, on a déjà lancé, la machine est lancée. L'année prochaine, vous verrez les résultats, mais chaque 5 ans, chaque 3 ans, même dans les pays développés, ils font toujours de la structuration. Alamine Kader, réalisateur, documentariste, souligne les nombreux défis de la production cinématographique au Tchad, un cadre juridique encore flou, un manque de techniciens qualifiés et surtout l'absence de fonds dédiés à la production. Tout le monde a au moins un projet et il ne sait pas avec qui ou bien sur qui compter pour financer. Donc ce manque de financement-là, c'est aussi un point très important qui limite souvent la production au niveau national. On n'a même pas un film par an. Un film qui peut aller dans des festivals. Alors que le Maroc, juste à côté, produit 200 films professionnels par an. Quand on fait au Nigeria, c'est encore une autre dimension. De son côté, Kagro Karine, jeune réalisatrice, propose la création de fonds nationaux d'aide à la production cinématographique et des garanties financières. On arrive à avoir un petit fonds ou bien une petite garantie, une garantie au niveau national. Je pense que ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Ça va même attirer beaucoup plus de producteurs étrangers à vouloir nous accompagner. Parce qu'eux aussi, ils sont à la recherche de l'argent. Dès qu'ils vont voir qu'il y a une garantie un peu au Tchad, ils vont se déverser vers nous et on aura la possibilité de faire pas mal de films et de projets. Les participants ont également évoqué des questions sur la structuration du cinéma au Tchad et le manque de soutien du ministère aux initiatives locales, notamment celles des provinces. Cette conférence débat a été un moment riche en échanges. En religion, les catholiques de la ville de Mongo ont célébré ce dimanche 8 juin la Pentecôte à la cathédrale Saint-Ignace de Loyola. La messe a été dite par l'évêque du vicariat apostolique de Mongo, Monseigneur Philippe Abochen. Bruno Mondejo. Ce
Dimanche 8 juin 2025, la cathédrale Saint-Ignace des Mongo a vibré au rythme de la solennité de la Pentecôte, rehaussée par la célébration du sacrement des confirmations. Cette célébration eucharistique, empreinte de ferveur spirituelle et de joie, a été célébrée par l'évêque du vicariat apostolique des Mongo, Monseigneur Philippe Abochen, et à ses côtés, Abbé Jean-Baptiste Thierry. Acclamons la parole de Dieu. Dans son homélie inspirée de la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 du verset 1 à 11 et la seconde tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, le chapitre 8 du verset 8 à 17, puis de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, du chapitre 20 du verset 19 à 23, Monseigneur Philippe Abochen a insisté sur la mission du chrétien, appelant chacun à devenir un véritable témoin du Christ. Il a rappelé que l'Esprit Saint n'est pas un esprit de peur, mais de force. Le don de l'Esprit Saint nous réveille la force. Ça exprime une force de Dieu qui dépasse celle de la force humaine. Après cette prédication, place au rite de la confirmation. 20 candidats vêtus de rouge se sont avancés pour recevoir la bénédiction et l'onction des mains de l'évêque, signe visible de la descente de l'Esprit Saint et de leur pleine appartenance à l'Église. Stéphane, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. À la fin de la célébration, dans une atmosphère à la fois solennelle et festive, les nouveaux confirmants ont tenu à témoigner leur gratitude à l'évêque pour son accompagnement spirituel. Une remise symbolique des cadeaux a été effectuée, suivie par d'autres dons offerts par les fidèles de la cathédrale. Dans un discours de reconnaissance et de remerciement, le représentant des confirmants, Houma et Stéphane, a déclaré: Bien-aimés de Dieu, ce dimanche 8 juin 2025 restera gravé dans nos mémoires comme un signe de l'Esprit Saint. La célébration s'est clôturée dans la joie avec des chants d'action de grâce et des acclamations de joie. Nécrologie, décédé le 31 mai dernier en Égypte où il a été évacué. Le général Idriss Moussa Ismaël, le chef de canton Zakhawa arabe, a été inhumé à Arimele, son village natal, dans le département d'Assinet, province du Bata. Mohamed Taher Djibril Alho. C'est dans un profond deuil et de tristesse que la dépouille mortelle de fait général Idriss Moussa Ismaël, chef du canton Zakhawa arabe, a été transporté à Arimela, son village natal, dans le département d'Assinet, province du Bata, pour son inhumation. Le défunt est décédé le samedi 31 mai 2025 en République arabe d'Égypte, où il recevait des soins médicaux. À l'arrivée de la dépouille à Arimele, il y avait à l'accueil le préfet du département d'Assinet, Abdrahman Mohamed Yahoub, ainsi que des chefs traditionnels et une grande foule venue des différentes provinces du pays. Au nom de la famille, le général Abakar Abdrahman Issa a remercié le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour avoir rendu possible l'évacuation sanitaire du défunt vers l'Égypte et le rapatriement du corps jusqu'à son village natal. À noter que le général Idriss Moussa Ibrahim fut l'un des fondateurs du mouvement patriotique du salut et a occupé plusieurs postes au sein de l'administration militaire, dont celui de commandant deuxième adjoint de la DGSI en 2007. Il laisse derrière lui 12 enfants. Paix à son âme. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.